Après un gros mardi Ligue des Champions, après un gros mercredi Ligue des Champions, après un vendredi dédié au tirage au sort de la Ligue des Champions, il est grand temps de retourner à notre bonne vieille Liga. Dimanche 21h, Atlético Madrid, FC Barcelone. On commence par l'état de forme de nos colchoneros qui connaissent vraiment une période, disons, difficile à jauger en fait. Ils ont eu un mois de janvier où ils ont eu à peu près 5-6 succès d'affilée, notamment marqués par une victoire en Coupe du Roi contre le Real Madrid. Mais depuis février, ça oscille vraiment entre haut et bas. Si on s'intéresse à leurs résultats, ça a été défaite contre Bilbao en Coupe du Roi, défaite contre Séville en championnat, victoire contre Las Palmas, défaite contre l'Inter au match aller de Ligue des Champions, match nul contre Almeria, défaite 3-0 contre Bilbao au match retour de Coupe du Roi, victoire contre le Betis, défaite contre Cadiz et enfin victoire contre l'Inter Milan au match retour de LDC. Donc une période de l'Atlético Madrid qui est difficile à juger pour nous parce qu'on voit bien que ça oscille entre haut et bas et il y a très peu de constance. Mais au moins une période qui se termine positivement pour l'Atlético Madrid à travers cette qualification en quart de finale et ce match contre l'Inter de Milan. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un super match. Quelle intensité de Ligue des Champions, des occasions de partout. C'était vraiment un super match qui se termine au tir au but avec une superbe séance de tir au but. Un match, moi vraiment, je voyais pas l'Atlético faire ça. Le scénario pour moi, c'était pas celui-ci. L'Inter Milan, moi je la vois comme une équipe qui arrive vraiment bien à appréhender ses adversaires, qui arrive bien à l'analyser, qui fait un jeu exprès normalement pour embêter son adversaire, qui a mené 1-0 après le match aller. Au match retour, il mène aussi au score 1-0. Je me dis, ça va être très compliqué pour l'Atlético Madrid. En plus, l'Inter Milan a aussi l'année dernière été jusqu'en finale, donc ils ont l'expérience. Et finalement, l'Atlético qui arrive à se qualifier après une victoire de but à 1 et une séance de tir au but. Et l'Atlético qui se qualifie en jouant bien au football. Et ça, c'est important de le souligner, mesdames et messieurs, parce que je vois beaucoup de trucs en ce moment, toujours à l'Atlético Madrid, Cholo Simeone, cette équipe dure, etc. Ce n'est plus cet Atlético-là. On en a parlé déjà récemment un petit peu sur la chaîne, notamment à travers leur match qu'ils avaient perdu en Supercoupe contre le Real Madrid. Mais l'Atlético, c'est une équipe qui joue au football, mesdames et messieurs. C'est une équipe qui relance très bien, qui relance très souvent à terre, qui a des milieux de terrain qui sont en capacité de bien jouer, de garder le ballon, de poser, d'avoir le tempo, d'avoir de l'expérience. Vraiment, l'Atlético Madrid, cette année, c'est une belle équipe à voir jouer. Et donc ce bel Atlético se qualifie en quart de finale et ressort de ce match avec des côtés positifs que sont tout d'abord la qualification, mais aussi le retour de Griezmann qui était de retour pour ce match-ci, qui a enchaîné beaucoup de minutes, qui a marqué son but. Mais un tout petit point négatif qui va peut-être être plutôt sympathique pour nous, c'est que cet Atlético a joué 120 minutes, limite 130 minutes de jeu entre guillemets effectif si on compte le temps additionnel, et ça a son importance. Cette équipe s'est fatiguée. Ils avaient l'occasion au moment du 3-1, il y a une grosse occasion pour mettre le 3-1 à la 92e minute, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont joué leurs 130 minutes à peu près, une journée après nous, la fatigue ça peut jouer. Après je ne suis pas psychologue et peut-être que la victoire de l'Atlético ça aide justement à régénérer les batteries plus vite que lorsqu'on a perdu. Mais en tout cas, c'est un fait qu'ils ont joué plus longtemps que le Barça et qu'ils ont joué 24 heures après le FC Barcelone. Du côté du FC Barcelone, nous aussi nous sommes qualifiés en quart de finale dis donc de Ligue des Champions cette semaine. On affrontera le Paris Saint-Germain, petite vidéo réaction que vous pouvez aller voir juste après cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et le Barça, bon, qui enchaîne plutôt bien cette période un peu compliquée. Alors on l'a dit déjà, toute la période avec Christensen finalement dans les résultats, c'est pas si mauvais que ça parce que je crois qu'il n'y a pas de défaite dans cette période-ci. Il n'y a pas que des victoires, mais en tout cas il n'y a pas de défaite. On avait perdu, on l'a dit, Pedri, De Jong, très compliqué. Contre Mallorca, on arrive à s'en sortir, mais dans la difficulté. Contre le Napoli, on se qualifie plutôt bien. Alors bien évidemment, il y a des phases, on l'a dit, qui sont excellentes de la première à la 25e minute de jeu, mais après ça redescend un petit peu. Le tout début de seconde mi-temps aussi, c'est très compliqué, mais on arrive bien à redresser la barre. Mais quand même un bilan plutôt positif avant d'aborder ce match. Un match pour lequel je pense qu'il est important d'aborder deux choses du côté du FC Barcelone. Tout d'abord le fait que nous jouons à l'extérieur et que nous jouons au Wanda Metropolitano et qu'on l'a très bien vu ce mercredi. C'est un stade, c'est un 12e homme. C'est-à-dire que ce stade peut donner l'énergie, justement on en parlait, que pourrait ne pas avoir l'Atlético Madrid sur ce match et cette petite fatigue. Ce stade peut leur donner cette énergie. C'est vraiment une ambiance particulière et qui donne à cette équipe des super pouvoirs. L'autre point important, c'est le fait, on en a parlé quand on a parlé de l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid est une équipe joueuse. Ce n'est pas l'Atlético qui joue à 10 derrière, c'est une équipe qui joue au football. Nous, bon, hormis Girona, on est une équipe qui aime bien jouer généralement contre les équipes joueuses. En témoigne le match aller contre l'Atlético Madrid, justement. On aime bien parce que ça laisse un petit peu plus d'espace, ça nous permet d'avoir plus de temps, on arrive plus à contrôler, des fois un petit peu plus d'espace pour ressortir les ballons et surtout offensivement trouver plus d'espace. Souvent on a des difficultés à les trouver, là ils sont plus présents parce qu'en face de toi tu as une équipe joueuse. Donc c'est vraiment les deux points à souligner et surtout un match pour le Barça
très important, déjà dans le championnat pour remporter des points et ensuite pour la confiance. Ça fait longtemps le Barça qu'on n'a pas gagné 2 matchs très sérieux d'affilée, de très haut rang. Là, ça serait bien un petit peu, on a gagné contre Naples, venez, on gagne aussi contre l'Atlético Madrid. Ensuite, on part en vacances. Enfin, on part pas en vacances, les joueurs ils vont aller en sélection nationale, mais ensuite, il n'y a plus le Barça pendant 2 semaines. Mais voilà, terminer là-dessus sur une très bonne note, gagner à l'Atlético Madrid, ça marquerait un coup fort, surtout après ce qu'ils ont fait contre l'Inter Milan. Les autres clubs vont nous voir et vont se dire, ah, le Barça, ça commence à être sérieux. En plus, sans Pedri, sans De Jong, là, vraiment, on va nous regarder avec les yeux en train de se dire, ah ouais, ça recommence à être un petit peu sérieux quand même, le FC Barcelone. Bon, maintenant on passe au 11 que j'attends du FC Barcelone. On va faire un petit peu comme la vidéo contre Mallorca, on va faire ligne par ligne en commençant par ce qui se passe derrière, bien évidemment Ter Stegen, mais dans la défense, Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo. Alors bien évidemment le débat qui subsiste toujours c'est Cubarsí ou Martinez, mais bien évidemment Cubarsí, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a noté, a fait une masterclass mesdames et messieurs contre le Napoli, un super match. Et bah moi dans mon idée que j'avais dit dès le début, à partir du moment où tu choisis un défenseur central, une charnière défensive, c'est celle que tu vas remettre au fur et à mesure des matchs parce que depuis le début de la saison, il n'y a pas eu de longévité. Donc les joueurs ont besoin de se connaître, il y a besoin d'avoir des repères entre Araujo et Cubarsí. Ça marche très bien pour l'instant, mais il y a besoin d'avoir encore plus de repères. Et même par rapport à toute la ligne défensive, les 4 défenseurs, il faut qu'il y ait des repères pour s'ajuster, etc. Ça a été très bien fait contre le Napoli, mais il faut encore et encore s'exercer. Alors bien évidemment, il y a quelque chose qui va rentrer en jeu. Selon moi, il faudra faire très gaffe à ça. C'est ce qui se passe dans la tête pour Cubarsí. On l'a vu, il a été très médiatisé après le match contre le Napoli. Maintenant, tout le monde voit qui est ce jour-ci, élu homme du match sur ce match-là. Ensuite, il a enchaîné, il est sélectionné avec la sélection espagnole avec les A. Donc beaucoup de choses se passent en ce moment pour lui dans sa tête. Donc il faut faire très attention. Est-ce qu'il est prêt à aborder psychologiquement, mentalement ce match contre l'Atlético Madrid? Je ne suis pas maître pour le juger. Il n'y a que Xavi qui est au plus près de lui pour le savoir. Mais si Xavi a un petit doute là-dessus, ne pas hésiter à mettre Inigo Martinez, qui est un joueur qui, lorsqu'il a joué au Barça, je le répète, a toujours été un joueur qui a répondu présent pour l'instant. Mais ça, c'est Xavi qui le sait. Moi, tu me donnes les faits que maintenant, je mets Cubarsí titulaire. Maintenant, concernant le milieu de terrain, il va y avoir des débats et c'est assez marrant d'ailleurs qu'il y ait toujours des débats alors que nous sommes sans Gavi, sans Pedri et sans De Jong. Moi, je me suis dit sans ces 3 joueurs-là, les débats c'est terminé, ça nous fait quand même 3 joueurs internationaux en moins. Et ben non, il y a toujours des débats sur le milieu de terrain, même si il y a ces absents. Et selon moi, pour ce match-ci, je choisirais de mettre Christensen, Sergi Roberto, Gundogan et Fermin Lopez. Comme vous le remarquez, ce milieu de terrain est le même que j'avais voulu mettre contre Mallorca, sauf que cette fois-ci, Roberto, on sait qu'il est en forme, on sait qu'il est fit. Dans la même idée que je voulais avoir contre Mallorca, je veux mettre ce milieu de terrain, pourquoi? Pour permettre à Gundogan d'être devant, d'être placé dans les 30 derniers mètres et de donner plus une solution offensive que le laisser vraiment dans cette zone derrière, aux côtés de Christensen. Du coup, je mets Sergi Roberto qui a fait une très bonne rentrée contre le Napoli, donc je trouve qu'il mérite ces temps de jeu, cette titularisation. Il est en forme et à 100% apparemment physiquement, donc on peut le mettre. Et ça me permet de mettre Gundogan plus haut. Après, je l'avoue totalement, le défaut de ces deux-là, de mettre Christensen à côté de Sergi Roberto, ça va être à la relance. Les deux ont une qualité technique, on le sait, qui est limitée. Sergi Roberto, je le mets, mais je ne suis pas aveugle. Je sais ce qu'il est capable de faire avec le ballon, bien évidemment que je connais son niveau qui est très faible. Mais je le fais pour Gundogan, justement. Mais évidemment que je suis d'accord qu'il y a un gros manquement au niveau de la relance sur ces deux-là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on l'a vu, Cubarsí a une grande qualité de relance, donc pourquoi pas le responsabiliser à ce niveau-là, et aussi donner l'autorisation à Gundogan d'un petit peu redescendre et de venir les aider et de leur proposer une aide justement s'il y a un problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai, et je l'assume totalement, il y a un déficit à ce niveau-ci, mais c'est pour que devant, il y ait plus de qualité. Parce qu'on sait Gundogan, dès qu'il est placé un petit peu plus devant, que ce soit dans le pressing, dans la justesse technique et dans la projection, c'est très haut niveau. Et ensuite, je mets Fermin à ses côtés, qui a été, je trouve, très bien utilisé contre le Napoli. Alors, certains manquements techniques à des moments, sur des contrôles, sur des touches de balle, mais dans la proposition, dans la verticalité, à chaque fois qu'il essaye d'avoir quand il a le ballon au pied, c'est super intéressant. C'est un joueur qui ne triche pas, c'est un joueur qui mouille le maillot, et ça, tu le sais. C'est un joueur qui est 100% fiable là-dessus. Tu sais que si tu mets Fermin, tu vas avoir tel rendement sur le terrain. Et ça, c'est une case que tu coches directement si tu es Xavi. Et donc ça, c'est une assurance que tu as et c'est l'assurance que j'ai si je mets Fermin. Bien évidemment, il y aura beaucoup de débats sur le choix de Joao Félix, surtout qu'il est de retour dans son club, parce que ça reste son club, il n'est que prêté pour l'instant au FC Barcelone. Va-t-il être sifflé? Forcément que s'il est titulaire ou même s'il rentre en jeu, il va être sifflé. Mais ensuite, comment est-ce que ça va se passer pour lui? On ne sait pas comment ça se passe pour les joueurs à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui arrivent à se transcender quand ils sont sifflés et quand ils sont hués par leur public, par le public adverse, etc. Machin. Il y a des joueurs justement qui s'effondrent.
répondre. On ne sait pas avec Joao Félix, d'autant plus qu'on a déjà des incertitudes de base que ce joueur décide de ses matchs. Si c'est un joueur qui est à 100%, Joao Félix, bien évidemment que je le mets titulaire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun débat, Joao Félix à 100%, je le mets titulaire sur ce match-ci. Le problème avec Joao Félix, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il peut donner. On ne sait pas s'il va avoir envie de faire ses 25 dribbles par match, ses 25 petits ponts par match, il va avoir envie de défendre. On ne le sait pas. Fermin Lopez ou Sergi Roberto, tu es conscient de leur plafond de verre pour l'instant, mais au moins tu es 100% sûr qu'ils vont se donner à 2000% et qu'ils vont mettre une intensité dans le match. Voici pourquoi je fais ces choix-là. Et enfin, en attaque, je conclus par une petite surprise qui va être la présence de Rafinha à la place de Lamine Yamal aux côtés de Lewandowski. Bien entendu, Lewandowski, sans débat, que je trouve vraiment très pertinent sur ces derniers matchs, on le voit moins certes dans le jeu, mais justement, je lui demande d'être moins présent dans le jeu et d'être plus présent dans la surface de réparation et c'est plutôt intéressant, quitte à mettre des tapines s'il le faut, mais je préfère ça. Et ensuite, le cas Rafinha à la place de Lamine Yamal, à la place limite de notre meilleur joueur depuis 1 mois et demi, qu'est Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal, on l'a vu sur le dernier match, les 20 dernières minutes, c'est un joueur de five quand tu es fatigué les 20 dernières minutes, que tu laisses tes potes jouer et que tu attends juste qu'on te les donne dans les pieds, puis après tu vas tenter des petits trucs à droite à gauche. C'était un peu ça. Mais c'était très compliqué physiquement pour Lamine Yamal, c'est totalement normal. 16 ans et 8 mois, on l'a dit physiquement, il n'est pas encore totalement prêt, il a énormément enchaîné, il a énormément de poids sur les épaules, au bout d'un moment, ça joue. On le fera rentrer s'il y a un problème à la 55e, à la 60e, mais pour moi, il n'aura pas la capacité de totalement jouer. Tu mets Rafinha qui mérite un petit peu parce qu'il est sur 2 buts, sur les 2 premiers buts du Barça contre le Napoli, que ce soit la passe décisive ou le tir sur le poteau. Il est présent, il a eu une certaine envie, c'est pas son poste de base, là dans ce demi-espace gauchi. Il mérite pourquoi pas de revenir un petit peu ailier droit, avec peut-être de la confiance, ça peut être intéressant. Mais Lamine Yamal, on l'a dit, doucement, il peut se blesser, j'ai pas envie de le cramer. Moi j'ai cette peur, bien évidemment qu'il est largement au-dessus de Rafinha, mais calmons-nous. Ensuite, surtout qu'en plus on sait que l'autre sélectionneur de l'Espagne, il va le faire enchaîner les matchs, donc calmons-nous sur Lamine Yamal, faisons le repoter. S'il y a un problème, on le fait rentrer en jeu. Mais Rafinha peut apporter son intensité dans le contre-pressing, être présent et s'il est dans une bonne forme, être un danger. Voilà pour le 11 les amis, toujours être dans l'idée que cet Atlético Barça est très important pour montrer à l'Europe qu'on est capable d'enchaîner. Maintenant, il faut qu'on transmette une image. On a des quarts de finale de Ligue des Champions à jouer. Il faut qu'on montre à nos adversaires que ok, on est sérieux. Depuis le début de saison, on l'a pas trop fait cet enchaînement, il faut le faire. Ensuite, les joueurs partent en sélection, il n'y a aucun problème, mais on termine sur 2 victoires très positives contre 2 bonnes équipes d'Europe. Ça fera vraiment plaisir au mental, surtout sans certains de nos joueurs cadres, ça marquerait un coup super fort. Bien évidemment que ce match sera très compliqué parce que l'Atlético va donner énormément. Je ne sais pas s'ils seront capables de donner sur 90 minutes parce que justement ils ont beaucoup donné contre l'Inter Milan, donc ils vont forcément avoir des phases de moins bien. Il faudra absolument en profiter et se donner à fond pour marquer durant ces séquences de jeu-ci. C'est très important de marquer dans leur temps faible parce que forcément, ils vont en avoir même s'ils sont chez eux et qu'on sait que le public pousse à fond. Donc profitez vraiment de ces moments-ci. Et maintenant, je vous laisse me dire votre pronostic en commentaire. Les amis, comment est-ce que vous sentez ce match-ci? Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour le débrief dimanche soir. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao!